Les scientifiques le prédisent. À la fin de ce siècle, la banquise aura disparu. Je me suis rendu dans le Grand Nord pour évaluer les effets du réchauffement climatique sur le roi de la banquise, l'ours polaire. Dans ce désert hostile et glacé, je vais prendre en filature 2 jeunes ours tout juste affranchis de la protection de leur mère. Leurs destins, parallèles et opposés à la fois, donneront toute la mesure du danger qui menace le géant blanc. Octobre. L'hiver va bientôt frapper aux portes de l'Arctique. C'est le moment idéal pour me rendre sur cette pointe, à Churchill, au Canada. Chaque automne, des centaines d'ours polaires s'y regroupent et attendent le retour de la banquise sur la baie d'Hudson. Début novembre. Je suis à Churchill depuis 2 semaines et n'ai toujours pas sorti mon équipement de grand froid. Le thermomètre reste bloqué à -2 degrés et l'air est humide. Nous sommes bien loin des -20 prévus qui permettraient à la banquise de se former. Seuls quelques glaçons dérivent sur la mer libre. Pour les scientifiques, comme pour les touristes, la réserve située à proximité de la ville de Churchill est un poste privilégié d'observation des ours polaires. Ici, nous sommes tous contraints de rester dans les camions pour nous protéger des animaux affamés. La glace tardant à se reformer sur la mer, les ours ne peuvent pas encore chasser et se rassasier de phoques. À défaut de proie, les jeunes mâles tuent le temps. Ces assauts inoffensifs préparent les ours à des affrontements moins ludiques. Ces deux-là pèsent chacun près d'une demi-tonne. Les voir se bousculer avec autant de puissance me rend toute mon humilité et m'incite à la plus grande prudence. Dressés sur leurs pattes arrière, ces ours mesurent près de 3 mètres de haut. Si l'envie leur prenait de me poursuivre, il me faudrait l'étaler à plus de 40 km/h pour leur échapper. Ces peluches géantes peuvent en un instant se transformer en super prédateurs. L'ours polaire trône sans partage en haut de la chaîne alimentaire. Une position qui n'a pas que des avantages. Une simple modification de l'un des maillons de cette chaîne et le trône vacille. Les glaces immuables de l'Arctique n'ont en réalité rien d'éternel. Même la banquise permanente, celle qui plus au nord se maintient été comme hiver, se rétracte comme peau de chagrin. En 30 ans, elle a déjà perdu 40% de son épaisseur et 7% de sa superficie, soit 2 fois la France. Avant la fin de ce siècle, le pôle connaîtra son premier été sans glace. Autour de la ville canadienne de Churchill, les ours semblent encore en bonne santé. Mais les apparences sont trompeuses. Les scientifiques étudient cette population depuis 25 ans. En raison de sa situation méridionale, elle devrait subir en premier les effets du réchauffement. Ce recul de plusieurs décennies permet d'avoir une idée assez précise des menaces qui pèsent sur les ours. La population des ours de la baie d'Hudson, dont beaucoup sont équipés de colliers émetteurs, a diminué de 16%. Principal responsable, le réchauffement climatique. En juin, la glace disparaît 15 jours plus tôt qu'il y a 20 ans, réduisant d'autant la période de chasse. Or, une semaine sans nourriture, c'est 10 kg de graisse en moins. Un handicap considérable pour les femelles gestantes. Conséquence directe,
la baisse du taux de natalité. À la différence des mâles qui repartent chasser dès octobre, les futures mères jeûnent jusqu'en mars. Entre-temps, elles hibernent et mettent bas en décembre dans leurs tanières creusées sous des racines d'arbres. Ces terriers protecteurs sont eux aussi menacés par le réchauffement. Les sols ne sont plus gelés en permanence et les feux de forêt se multiplient, détruisant des zones entières de mise bas. Le retard de la glace prolonge aussi la promiscuité forcée entre les femelles accompagnées de leurs petits et les mâles capables d'infanticide et de cannibalisme. Autre promiscuité néfaste, celle de l'ours avec l'homme. Poussés par la faim, certains animaux se rapprochent de la ville. Cette très mauvaise habitude augmente le nombre d'interactions et donc de conflits entre l'être humain et l'ours sauvage. Chaque année, 150 ours, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans, sont capturés et déplacés à 100 km au nord. J'arrive au terme de mon séjour au Canada plus convaincu que jamais de l'urgence de filmer. Les scientifiques s'attendent à voir totalement disparaître les ours polaires de la baie d'Hudson avant 2050. En ce dernier jour de tournage à Churchill, je rêve d'un autre type de rencontre, plus aléatoire. J'aimerais créer un lien avec cet animal qui m'attendrit et m'impressionne. Mais je vois vite dans ce regard-là qu'aucun rapprochement n'est possible. Pour lui, nous sommes juste du consommable. Un coup de patte trop appuyé et la vitre saute. Ce premier contact avec les ours m'a déjà beaucoup renseigné sur leurs conditions de vie. Mais je veux maintenant mesurer les effets du réchauffement sur leurs congénères vivant dans le Grand Nord, au cœur même de l'Arctique. L'archipel norvégien de Svalbard me paraît tout indiqué. On y dénombre une population de 3000 ours polaires. Je choisis Spitsberg, la plus grande de ces îles et l'un de ses plus beaux fjords. Après 5 mois de préparation, une nouvelle expédition me permet d'assister, émerveillé, au retour du printemps. En ces premiers jours d'avril, le soleil ne se couche plus. J'en perds le nord. Le fjord de Texas Bar porte le nom d'une vieille cabane de trappeurs, un refuge que je vais partager avec mon guide. L'ours qui t'attrape est celui que tu ne vois pas. L'ours qui t'attrape est celui que tu ne vois pas. Un vieux proverbe inuit me parasite l'esprit. Ma motivation est aussi forte que la peur qui me serre le ventre. Ces quelques accessoires pourront sûrement me rassurer, surtout l'inoffensif et indispensable pistolet d'alarme. Mais je dois le laisser à mon guide, Paul Mirvold, seul en charge de notre sécurité. Paul vit au Spitsberg. Il y assure la logistique des équipes de tournage. Plus qu'un guide, il sera mon ange gardien. Il veillera sur moi lorsque j'aurai l'œil dans le viseur de la caméra.
Cette baie profonde est son territoire. Il y a séjourné des dizaines de fois pour traquer et observer les ours. Je dois lui faire confiance. À lui de jouer maintenant. Il faut les trouver. Paul est capable d'interpréter chaque empreinte. Ici, un ours subadulte a cru entendre un phoque sous la glace. Simple méprise, un clapotis sans doute. Les traces sont anciennes. Dans cette crotte d'ours, Paul reconnaît des poils blancs de bébés phoques marbrés. Les naissances ont donc eu lieu et le couvert est mis pour les prédateurs. La déjection n'est pas gelée. Trouvaille insolite. Les traces que nous venons de croiser indiquent la présence de 3 ours, d'ordinaire solitaires. Il s'agit en fait d'une femelle et de 2 petits, l'un marchant dans les traces de sa mère. Les empreintes sont toutes fraîches. Ces foulées régulières nous mènent vers d'autres traces, plus chaotiques, indéchiffrables, même pour Paul. Une seule chose est sûre, les ours sont tout près. Les 2 oursons d'1 an et demi pèsent environ 100 kilos et paraissent plutôt intéressés. Mais quelques dizaines de mètres plus loin, leur mère nous menace du regard. Depuis qu'elle les a sortis de sa tanière, il y a un peu plus d'1 an, la femelle ne quitte pas des yeux ses ours. Elle les allaitera jusqu'à l'âge de 2 ans et demi et s'en séparera seulement 6 mois plus tard. Le plus gros des oursons, un mâle peut-être, laisse la curiosité l'emporter sur la prudence. Mais j'ignore ses intentions. Il semble si proche. Tant que Paul ne réagit pas, je reste l'œil collé à mon viseur. Cette disparition ne me dit rien de bon. Est-ce pour mieux nous contourner? Mais Paul reste silencieux. L'ourson n'est plus qu'à 20 mètres de nous. Je dois rester concentré et faire confiance à Paul. Paul a eu le bon réflexe.
Je n'avais même pas osé imaginer de rencontres aussi intenses. Have you been scared? Oh yeah. Yeah. Je vais devoir apprendre à maîtriser ma peur, quoi qu'il en soit. Le lendemain matin, la température chute de 0 à moins 20 degrés. Les ours sont introuvables. Sous ce désert glacé redessiné par le vent, la vie marine poursuit discrètement son cours. Fin mars, époque des naissances. Les phoques marbrés nagent sous la glace à la recherche d'une congère. Avec les griffes de leurs nageoires antérieures, ils perforent la glace et creusent dans la neige une chambre invisible depuis la surface. Là, au sec, naît leur unique bébé, qu'on appelle le blanchon. Le petit phoque, incapable de nager pendant 6 jours, est une boule de graisse à laquelle les ours vouent une passion dévorante. Pour s'en régaler, ils devront la détecter sous la neige, puis briser le dos de la congère protectrice. Quelques jours plus tard, je retrouve enfin la famille. La température est remontée à moins 3, alors qu'il devrait faire moins 25. Encore une année au-dessus des normales saisonnières. Cette fois, les ours nous ignorent. Paul est confiant et me transmet sa sérénité. Face à nous, la mère chasse le blanchon. Elle cherche. Elle écoute. À peine troublée par ses oursons. À leur âge, trouver de la nourriture est le cadet de leurs soucis. Leur mère ausculte les congères environnantes, à l'affût du moindre craquement de neige, du plus faible grincement dans la glace. L'ours peut capter l'odeur d'un phoque à 1 kilomètre de distance et détecter à l'oreille la présence d'un blanchon enfoui sous 1 mètre de neige. Le plus petit des oursons, une femelle d'après Paul, se rafraîchit dans la neige. Enrobés d'une épaisse couche de graisse, les ours supportent mal les températures supérieures à moins 5. Ils se régalent à moins 30 et raffolent de neige croustillante et d'eau glacée. À moins 3, les ours luttent déjà contre la chaleur en économisant leur mouvement. Si je suis bien la logique de Paul, le plus gros des oursons est un mâle. Contrairement à sa sœur, il semble préférer l'apprentissage à la détente. Son comportement m'intrigue. Il reproduit les gestes de l'adulte chassant les blanchons. Trop jeune, il n'a ni le réflexe, ni la patience d'inspecter minutieusement chaque congère à l'instar de sa mère. Mais imiter et expérimenter la technique de chasse est déjà une base sérieuse et amusante. Un atout pour le futur. L'ours sonne le rappel et les petits sont sommés de la suivre vers une autre zone de chasse. Une heure plus tard, les oursons accélèrent l'allure derrière leur mère qui semble avoir repéré une proie. Quelques centaines de mètres séparent ce groupe de phoques marbrés et le trio d'ours. Il va falloir les franchir dans la plus grande discrétion. La technique idéale pour attraper un phoque adulte est d'attendre au bord d'un trou qu'il remonte prendre l'air à la surface. Mais à cet instant, proie et prédateur évoluent à découvert. Côté ours, la partie semble impossible. Chasser le phoque demande beaucoup d'habileté et d'effort à l'ours polaire. Les modifications climatiques menacent de lui compliquer encore la tâche. Dans un premier temps, le réchauffement augmente les précipitations neigeuses.
Les congères s'épaississent et deviennent plus difficiles, voire impossibles à briser pour les ours. Mais à plus long terme, les chutes de neige diminueront considérablement. Les phoques marbrés mettront bas sur la banquise sans plus de protection pour leurs blanchons. Quelques jours plus tard, le vent complique les conditions de tournage. Mais nous avons gardé le contact avec la famille d'ours. Leur blancheur à tous me fait dire qu'ils n'ont pas tué ce phoque. Ils profitent simplement des restes. La compétition autour des proies est fréquente. Le plus fort emporte le morceau, les derniers rognent les autres. Terminer les restes d'une carcasse n'est pas très nourrissant. Elle a déjà été nettoyée de sa graisse dont l'ours tire sa principale énergie. Les chasseurs inexpérimentés doivent souvent se contenter de morceaux de second choix. Paul et moi, nous devons nous séparer et quitter les 3 ours. Nous avons localisé leur territoire et je projette déjà de revenir au printemps prochain, suivre les premiers pas autonomes des oursons. Il leur reste 1 année à passer sous la protection de leur mère. 1 an pendant lequel ils pourront profiter encore de la douceur et de l'extrême richesse du lait maternel. 1 an d'une vie à 3 avec certainement des moments difficiles et d'autres magiques, comme la dernière vision que nous aurons de cette famille en quittant le fjord. Mais que trouverai-je ici l'année prochaine ? Les choses évoluent si rapidement dans le Grand Nord. Le réchauffement accéléré fait fondre la banquise, agrandissant ainsi les espaces liquides. Or, les eaux libres absorbent les rayons du soleil au lieu de les réfléchir comme le fait la glace. La mer ainsi se réchauffe et accélère encore la fonte de la banquise. Le cercle est vicieux et nul ne sait comment le rompre. Le roi des glaces, lui, tient encore sur son trône. Mais pour combien de temps ?
an a passé sur l'archipel de Svalbard. Une année comme les autres, marquée par le retrait de la glace en été, son retour en octobre, la nuit qui envahit tout et le retour du jour sans fin au mois d'avril. Je suis très impatient de retrouver ma famille d'ours. Le printemps arctique me donne des ailes. Un peu trop, peut-être. Paul n'a plus qu'à me rappeler la consigne de base. Lui devant et moi derrière, invariablement. Paul m'a prévenu. Il faudra être plus prudent encore que l'année dernière sur le fjord. La banquise plâtrée de neige fraîche et par endroits déjà fissurée, parfois même disloquée. Mes oursons sont devenus deux beaux adolescents en pleine forme. Ils ont maintenant 2 ans et demi et leur mère vient de les rejeter. Après 3 années entièrement consacrées à leur bien-être, elle redevient disponible et ouverte à de nouvelles rencontres amoureuses. Je ne le sais pas encore au moment où je les filme, mais c'est la dernière fois que je vois ces deux-là réunis. Chacun va bientôt entamer une vie d'errance solitaire. La séparation a eu lieu au petit matin. Le mâle s'est éloigné de sa sœur. Il semble curieux et impatient. Reconnaît-il notre odeur? Lui sommes-nous familiers? Je ne le saurai jamais. Toujours est-il qu'il passe à 10 mètres de nous sans nous inquiéter. L'ours a flairé quelque chose. Je crois voir sa mère à la chasse, les mêmes attitudes, les mêmes réflexes. Sûr qu'un blanchon est caché là sous la congère. Jusqu'à 44% des blanchons disparaissent ainsi entre les crocs de l'ours blanc. Ce taux de prédation peut paraître élevé, mais jusqu'à présent, la population des phoques marbrés se porte bien. Un équilibre fruit d'une très longue coévolution.
Ces ours âgés de 3 à 5 ans ont un ennemi inflexible, la famine. Seuls les individus ayant bien intégré les techniques de chasse parviennent à survivre. La sélection est impitoyable. Mais cet ours-là semble avoir pris un bon départ. Il a retenu les leçons dispensées par sa mère. À quelques kilomètres de là, je retrouve sa sœur, en route pour sa première expédition solitaire. Une odeur de carcasse vient lui titiller les narines. Pour l'atteindre, elle préfère contourner les endroits où la banquise s'est fissurée. Nous décidons de rester prudemment de ce côté-ci de la fissure. La plaque de glace pourrait se disloquer tout à fait et dériver sans nous laisser le moindre espoir de regagner la banquise stable. L'entreprise s'annonce difficile pour la femelle. 2 ours adultes se partagent déjà la carcasse. C'est le début de la saison de reproduction. Le couple est impressionnant. D'après Paul, le mâle pèse près de 700 kilos et la femelle est de belle taille. Tous les deux sont en chaleur, ils n'ont aucune raison d'accepter de partager avec un tiers. L'énorme mâle n'est pas disposé à ce que la jeune ours vienne les déranger. Mais de façon inattendue, le couple s'éloigne de la proie pour s'intéresser à nous. Malgré la distance qui nous sépare, nous avons perturbé leur repas. 2 solutions s'offrent à nous. D'étaler ou parier sur leurs bonnes intentions. Paul choisit la deuxième solution. Ma vie et mon film reposent entre ses mains. Je peux recommencer à respirer. C'était simplement de la curiosité. Les ours retournent vers leur proie que la jeune femelle s'est entre-temps appropriée. Je suis assez confiant maintenant sur l'avenir de son frère. Mais la jeune femelle n'a encore rien prouvé de son habileté à la chasse. Je décide de la suivre quelques jours. Au bout d'une semaine, elle n'a toujours pas capturé de proie. Je la vois seulement manger des algues. Simple plaisir de mâchouiller ou recherche d'une sensation de satiété. Les scientifiques ne le savent pas encore. En revanche, ils affirment qu'un ours ne se nourrissant que d'algues est voué à une mort certaine. Nous laissons le frère et la sœur pour quelques semaines. Je reviendrai dans l'été, la saison la plus critique pour les subadultes, car pauvres en nourriture. Et ce sera aussi la première sans leur mère. En été, le fjord de Texas Bar n'est accessible qu'en bateau. Paul n'a malheureusement pas pu m'accompagner dans cette nouvelle expédition, mais j'ai réuni un équipage expérimenté. Les conditions climatiques sont à nouveau particulièrement déroutantes. En cette fin juillet, nous aurions dû batailler ferme contre les glaces dérivantes, nous barrant l'accès au fjord. Au lieu de cela, nous glissons sur un vaste boulevard d'eau libre. Théoriquement, la banquise reste agrippée au nord-est de l'archipel durant tout l'été.
libérant régulièrement des wagons de glace dérivantes. Cette année, elle s'est retirée très loin au nord. Notre jeune femelle est piégée sur la terre ferme. Cette situation est la pire qu'elle puisse expérimenter pour un premier été livré à elle-même. Sans glace, les phoques lui sont inaccessibles et il faut avoir de bonnes réserves de graisse pour tenir jusqu'à l'automne. D'autant que cette année, la période de disette s'annonce spécialement longue. Nous décidons de suivre la femelle quelques jours. Très vite, une créature à tête multiple glisse dans notre sillage. Des femelles morses. L'ours semble se diriger vers cette colonie, mais j'ai un doute sur ses intentions. Elle risque gros en s'attaquant à un animal de cette taille. Un morse adulte pèse entre 1 et 2 tonnes. Restent les bébés. Une partie de la colonie s'affole, les plus vulnérables. Pour rien. Pendant les étés sans glace où les phoques marbrés sont inaccessibles, les morses peuvent devenir des proies de substitution pour les ours. Certains scientifiques pensent que malgré les dangers que représente ce type de chasse, elle pourrait se généraliser en cas de disparition de la banquise. L'ours s'était sans doute rapproché du rivage dans l'espoir d'y trouver une carcasse échouée. Chaque jour, la jeune femelle parcourt 30 km le long de la côte à la recherche de nourriture. Elle sort du fjord de Texas Bar et en visite un autre avant de revenir. Mi-août, sa route croise celle de canard eider en fin de saison de reproduction. À défaut de phoques, certains oiseaux peuvent lui convenir. La faim pousse la femelle à traverser la baie à la nage, une simple formalité pour un ours en bonne santé qui peut parcourir des centaines de kilomètres dans l'eau. Notre femelle n'a qu'un but, rejoindre un groupe d'îles où des canards eider n'ont pas encore quitté leur nid. Quelques œufs pour tenir jusqu'à la fin de la période de disette. Mais il reste encore plus d'1 mois avant le retour des glaces.
Il n'est pas certain que ce maigre festin suffise à compenser la perte de calories que provoque la nage dans une eau à 2 degrés. La fourrure des ours est perméable. Seule la graisse les protège de l'eau glacée. Si les glaces dérivantes s'étaient maintenues jusque-là, l'ours n'aurait même pas eu à se mouiller pour passer d'île en île. Sur la côte est du fjord, le frère attend patiemment des jours meilleurs. Contrairement à la femelle, il s'est gavé de phoques pendant ce printemps de glace trop court. Je ne me fais aucun souci pour lui, ses réserves de graisse sont suffisantes. Sa façon de venir droit sur nous ne me dit rien de bon. Je sais que son embonpoint ne l'empêchera pas de se mettre à courir. Le mâle se dirige maintenant vers la zone des glaciers, au fond du fjord. Nous pouvons le suivre depuis la mer. Des bancs de glace pilés, vêlés par le glacier, accueillent de rares phoques barbus. Et droit devant nous se dressent les glaciers froids du Spitzberg. Rien n'arrête le recul des glaciers du Spitzberg qui ont perdu 1 à 2 km au cours du dernier siècle. Personne aujourd'hui ne peut prédire de façon certaine l'avenir de l'Arctique. Car les mécanismes liés au réchauffement climatique sont très complexes. Une désorganisation des courants océaniques, notamment, pourrait avoir des conséquences tout à fait inattendues. Pour l'heure, le spectacle offert par une terre en pleine mutation nous a fait perdre de vue l'ours mâle. Un membre de mon équipage l'a enfin repéré, entre 2 icebergs. L'ours s'est offert un phoque barbu. Il a dû s'en approcher discrètement à la nage et lui bondir sur le rable, le surprenant en pleine sieste sur son glaçon.
Voici une occasion unique d'observer la façon dont un ours se nourrit. Le jeune mâle délaisse la viande du phoque. Il ne s'intéresse qu'à la graisse qui lui permet de prendre davantage de poids, sans crainte du cholestérol. Plus important encore, dans ce milieu si pauvre en eau douce, l'ours récupère celle de la graisse sans dépenser d'énergie, alors que la digestion de la viande est consommatrice à la fois d'énergie et d'eau. Encore une adaptation étonnante. L'ours ne gaspillera rien. Il va jusqu'à lécher la glace pour en effacer les moindres traces de gras. Peau et viande sont laissés à l'abandon, en pâture aux oiseaux de mer ou aux ours plus malheureux à la chasse. Début septembre, le temps est au coup de vent et aux barbouillements intestinaux. J'aurais préféré moi aussi être entouré de glace que d'entendre cette eau frapper et soulever la coque de mon bateau. J'envie ceux qui ont le pied marin. Mon malaise est accentué par l'inquiétude. Qu'est devenue la jeune ours pendant ces dernières semaines ? Nous retrouvons notre femelle dans le fjord voisin de celui de Texas Bar. Elle longe le glacier, toujours en quête de nourriture. Il n'y a pratiquement aucun radeau de glace susceptible d'accueillir des phoques. Mais la femelle s'acharne. En la regardant nager, je ne m'étais pas aperçu de son état. Je suis atterré par sa maigreur. Il lui faut trouver de quoi manger, et vite. La femelle n'a plus aucune réserve de gras pour la protéger du froid. Évidemment, elle a débuté la mauvaise saison trop maigre. Évidemment, elle était moins appliquée que son frère pendant la période d'apprentissage. Évidemment, la glace a disparu bien trop tôt cette année, prolongeant d'autant la période de jeûne. Je suis intimement persuadé que sans cette anomalie climatique, cet ours s'en serait mieux sorti. Mais il lui reste un mois à tenir. Peut-être un mois de trop. Je n'y crois plus. À l'époque encore récente où la saison des glaces durait 15 jours de pluie au printemps et débutait 2 semaines plus tôt à l'automne, les ours enduraient déjà avec peine les longs mois de jeûne. En 20 ans seulement, leurs conditions de vie se sont radicalement dégradées, en partie à cause de notre mode de vie trop avide d'énergie. Qu'ils soient mâles ou femelles, le salut à court terme des ours dépend de leur talent de chasseur. Les plus chevronnés d'entre eux parviennent encore à survivre, tandis que les autres meurent de faim. Et ce n'est qu'un début. Les ours polaires ont à peine un siècle devant eux pour s'adapter aux conséquences du réchauffement planétaire. 100 ans, alors qu'il en faudrait des milliers pour avoir le temps de s'acclimater. Le sort de cette femelle présage-t-il celui de l'espèce entière ? À la vitesse où fondent les glaces de l'Arctique, la réponse ne devrait pas se faire attendre.